Pour ouvrir ce podcast, on s'est retrouvés entre Amazones. Une quinzaine de femmes réunies pour une grande table ronde. Chacune aura son épisode. On pense qu'il y en aura 22 au total. Mais ici, on a voulu croiser nos voix pour dire ce que ça nous a apporté et pourquoi vous devez absolument nous écouter. Le son n'est pas parfait parce que c'est enregistré sur Zoom. Mais c'était important que le plus grand nombre d'entre nous puisse participer. Alors oui, parfois ça grésille un peu, mais on préfère 1000 fois des voix nombreuses et un son imparfait qu'un silence parfait. Bonne écoute. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Des femmes en lutte, debout, organisées, face au silence, à l'impunité, À la violence patriarcale, Nous avons choisi la sororité. l'action, la parole. Pendant tout le procès Pellico, nous étions là. Présente, solidaire, offensive. Ce combat nous a renforcés. Les résistances auxquelles nous nous sommes heurtés nous ont prouvé que nous allions dans la bonne direction. Ce podcast est notre récit. Celui d'une mobilisation féministe. Collective, acharnée. Celui d'une alliance entre femmes pour soutenir l'une des nôtres. Car soutenir une femme, c'est soutenir chaque femme. Nous voulons raconter ce que d'autres veulent effacer. Nos colères, nos stratégies et nos victoires. nous sommes des militantes. Nous sommes des combattantes. Nous sommes des sœurs. Nous sommes les Amazones d'Avignon. Et ceci est notre histoire. Bonjour à toutes. Ce soir, on se fait une petite réunion spéciale de lancement de notre podcast. On est super fiers d'avoir mené ce projet à bien. Et là, du coup, les femmes qui ont parlé dans le podcast et que vous allez découvrir au fil des semaines, elles ont eu envie de parler. Pourquoi ce podcast était important, pourquoi ce témoignage et les voix des Amazones étaient importants. Valentine. Je pense que ce podcast, en fait, est une occasion unique et passionnante de partager, en fait, l'expérience de ce collectif féministe en passant par l'individualisation de ces 22 femmes. Leur témoignage, au départ de citoyennes avec un regard neuf sur la justice française, et ensuite leur vision féministe, originale, leur analyse, l'impact sur leur vie et aussi l'impact sur le procès lui-même, grâce à l'activisme qu'elles ont pu développer. Donc voilà, pour moi, c'est quelque chose d'unique et passionnant qui n'existe pas. Donc voilà, une expérience formidable. Rebecca. J'aurais pas dit mieux. Ce podcast, en fait, c'est comment personnellement j'ai vécu ces 3 mois et demi de procès. Heureusement que j'étais au sein d'un collectif féministe, parce que pour moi, c'était une plongée dans les abîmes visqueuses ou gluantes du vice masculin. Et comment on fait pour s'en sortir? Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Parce que je m'attendais pas à autant de noirceur. Et pourtant, on le sait, que la violence faite aux femmes que j'ai vécue aussi, elle est omniprésente. Mais là, ce procès, c'était un concentré. Et le fait que je sois au sein d'un groupe féministe, en fait, ça m'a aidé à déjà sentir qu'il y a de l'amour sur cette planète. Et ça m'a rendue plus consciente. Et quand on est plus conscient, on perd certaines illusions, d'accord, ça fait du mal, mais on est plus lucide et j'estime qu'on est donc plus forte aussi. Aurore. Alors, moi, j'adore entendre vos réponses parce que j'ai pas témoigné, moi, pour les mêmes raisons. Moi, au début, je voulais pas participer parce que, je sais pas, j'avais peur de pas être à la hauteur ou de pas savoir quoi dire aussi, des fois, sur quelques-unes des questions que, j'anticipais, tout ça. Mais en fait, ce qui m'a motivée, c'est que depuis quelque temps, j'arrête pas de penser au fait que si aujourd'hui, on n'a pas d'histoire de femmes, d'histoire de ce collectif, en fait, qui est celui qui nous porte, quoi. C'est que c'est effacé, que c'est volontairement effacé et que ce sont les hommes qui nous effacent. Et voilà, donc ça a été ma motivation. C'est le fait de laisser une trace. Et le fait de laisser, ma trace individuelle, ça ramène certainement à l'individu, mais en fait, l'individu dans le collectif, c'était vraiment la représentation de la lutte féministe, de ce qu'on peut vivre dans une manifestation, de ce qu'on peut vivre dans les soirs où on sort collé, c'est-à-dire que seul, on a du mal à avancer et que là, ensemble, on était vraiment fortes, quoi. Donc voilà, et pour se rappeler aussi que là, on est dans la semaine anniversaire du lancement du procès.
pour se rappeler que c'était aussi un moment marquant, cette époque-là. Le procès a duré environ 3 mois et demi si on enlève les temps de pause, de vacances, de choses comme ça. Mais pour nous, ça a été vraiment jusqu'au 20 décembre, cet engagement non-stop. Parce qu'une fois qu'on était lancé, il n'y avait plus de journée, de week-end ou de soir ou de temps libre. En fait, notre tête était occupée sans arrêt. Voilà, et donc un petit peu en mémoire de toute cette époque-là qui a été... éprouvante, vraiment éprouvante, même si bien sûr on n'est pas les premières protagonistes de ce procès, évidemment, mais on était là tout le temps, quoi. Donc on l'a vécu dans notre chair aussi. Donc voilà, c'était laisser la trace. Et on existe, on est là, et les hommes ne nous effaceront pas. Fanny, alias Nina. Peu de temps après le procès, on a vite remarqué au sein des Amazones que certaines personnes autour de nous, mais aussi des journalistes, des médias nationaux de très grande écoute et bien sûr de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux, transformaient ou déformaient la réalité dont nous avions toutes été témoins au tribunal et dans la rue pendant les 3 mois et un peu plus du procès. Du coup, ce podcast nous a semblé indispensable pour établir non seulement la vérité sur le déroulement de ce procès qui était historique et hors norme, mais aussi sur nos multiples actions, parce qu'en fait, on était sur tous les fronts. Et puis bon, il nous paraissait évident qu'on devait faire quelque chose de cette expérience traumatisante pour qu'elle puisse être utile dans le futur, en fait. C'est ça qui nous a motivés, je pense, le plus dans la création de ce podcast. Et en tout cas, pour ma part, participer à cet enregistrement m'a aussi permis d'évacuer une partie de la souffrance qui est restée en moi suite à cette déflagration, même un an plus tard, et de me relier encore plus à mes sœurs de lutte françaises, suisses, canadiennes et espagnoles. Et aujourd'hui, je précise aussi que je pense beaucoup à Caroline Darian, parce qu'effectivement, elle a été assez invisibilisée pendant le procès. Voilà, je pense qu'il y aura une suite à toutes ces actions. En tout cas, longue vie à ce podcast. J'espère qu'il y aura d'autres épisodes même suite à cette série. Merci, un grand merci d'avance pour votre écoute, qui est précieuse aussi. Merci pour ce que vous venez de dire, parce que je pense que c'est super important, justement, comme tu disais, Fanny, tout à l'heure, de se rappeler que la médiatisation, elle n'est pas toujours de notre côté, et quelquefois même, elle va à l'encontre de nos combats. Et là, ce qui se passe avec Betty, on doit le porter dans la vérité. Le t-shirt pour lequel aujourd'hui elle est enfermée, elle ne le portait même pas au Maroc. C'est ça. Et voilà, on se retrouve avec la condamnation d'une femme pour une énorme peine. Elle écope là de 30 mois de prison et 50 000 dirhams d'amende, ce qui correspond à peu près à 5 000 € à la conversion, simplement pour avoir posté en fait la photo d'elle avec ce t-shirt-là. Donc on est sur quelque chose qui est complètement ahurissant. Et ça, malheureusement, c'est des choses qui ne circulent pas forcément tout le temps, alors que c'est aussi simple que ça ce qui se passe, parce que c'est un enfermement qui est misogyne et qui est lesbophobe. La liberté de conscience des femmes n'est pas garantie et elle nous met en danger, en fait, le fait qu'on parle. Et c'est pour ça que avoir des podcasts, des livres, des contenus en général qui permettent de faire porter nos voix, c'est essentiel pour qu'on ne déforme pas nos propos et nos luttes. Blandine. Merci Aurore, merci Fanny, merci chacune d'en parler, parce que on l'a dit, on l'a écrit, mais Betty est une des nôtres, en fait. C'est une des Amazones d'Avignon qui est intervenue sur le procès Pellico le 25 novembre, et elle nous manque, et sa voix nous manque, et c'est une voix essentielle. Incarcérer une femme qui se bat pour les droits humains, et notamment les droits des femmes, c'est vouloir faire taire toutes les féministes, on est toutes concernées par ça, hein. Donc c'est très, très important aujourd'hui d'en parler. C'est exactement le sujet. Faire taire les femmes, effacer les femmes. Lilou, tu voulais peut-être dire quelque chose ? Lilou. Oui, déjà, je voulais rebondir sur ce que tu disais, Aurore, par rapport à la mémoire, parce que c'est quelque chose dont j'avais moins conscience avant, qui me choque de plus en plus. Et effectivement, c'est absolument nécessaire qu'on ait des histoires de femmes, des luttes des femmes, de ce qu'elles ont mené, des fronts sur lesquels elles ont été, des choses qu'elles ont créées. Tout notre patrimoine est absolument nécessaire. Et le patrimoine des luttes féministes est nécessaire pour aussi inspirer les prochaines féministes et les femmes qui pourront justement militer, accéder à toute cette histoire collective et politique des luttes des femmes, sans laquelle ce serait beaucoup plus
en fait, c'est beaucoup plus difficile d'avoir une prise de conscience féministe et de se dire, ben oui, je vais aller m'engager dans la rue avec d'autres femmes parce qu'il y a un problème systémique et que l'oppression patriarcale demeure et qu'on n'en a pas fini avec ça. Donc, je te rejoins complètement là-dessus. Je voulais aussi rajouter que, pour moi, les voix des Amazones d'Avignon, tel que ce podcast a été pensé par toutes les femmes qui ont été sur place pendant le procès, qui se sont impliquées, celles qui nous ont soutenues aussi de loin, qui n'ont pas pu se rendre physiquement à Avignon, et celles qui sont venues de partout dans le monde. Pour moi, ces voix-là de ces femmes, elles portent la révolte politique de féministes et de femmes qui aussi sont devenues féministes par ce choc qu'a été le procès, qui se sont unies en menant des actions de résistance en tant que groupe d'opprimés face à des oppresseurs qui étaient férocement armés et qui déployaient tous les moyens de la culture du viol pour essayer de retourner encore la culpabilité. Et finalement, dans le combat aussi qu'a mené Gisèle, se sont retrouvées beaucoup de femmes. Et j'ai l'espoir que par ce podcast, il y ait aussi des femmes qui prennent conscience de l'importance vraiment primordiale des actions collectives de femmes dans notre société et du caractère massif des violences. Et donc, parce qu'elles sont massives, nous, on fait aussi comme on peut chacune, mais toute l'énergie qu'on a et toute la créativité qu'on a pour mener des actions ensemble est bonne et est encore plus percutante et porteuse parce qu'on se rassemble. Donc voilà, des femmes qui se rassemblent en lutte, ça dépote, quoi. Voilà. Maëva. Du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, Lilou, moi, je trouve ça hyper important parce que on a accueilli des femmes qui se sentaient pas d'aller seules au procès et d'y assister, d'écouter ce qui se disait. Et du coup, on a créé quand même un lien de sororité avec des femmes du monde entier. Et du coup, c'est une continuité de vouloir faire connaître cette histoire à d'autres, aider à ce que ça soit entendu par toutes, notamment par des femmes, bien sûr. Et moi, je rejoins aussi Aurore sur le fait que j'avais beaucoup de mal à me dire que j'allais participer au podcast, même si j'étais présente pendant le procès. Je me sentais pas spécialement légitime, je voyais pas trop en quoi ma personne avait pu aider d'autres personnes ou en quoi mon intervention pouvait aider d'autres femmes, alors que j'étais extrêmement enthousiaste d'entendre tout ce que les autres femmes allaient dire. Vraiment, j'étais super excitée de pouvoir écouter toutes les femmes. Mais moi, par contre, je voyais pas trop d'intérêt. Et c'est là que j'ai retourné le truc dans ma tête et je me suis dit, mais en fait, toutes les femmes sont dans la même situation que moi. Toutes les femmes vont avoir du mal à parler ou à dire ce qu'elles ont ressenti et c'est toujours une question de femmes et de légitimité. Et je me suis dit, en fait, dans ce cas-là, si toutes les femmes sont dans la même situation que moi et qu'on a tout un problème de légitimité, alors il faut que toutes les femmes parlent et que je puisse donner moi aussi l'exemple avec d'autres femmes qui pensaient pas pouvoir parler. Et j'ai quand même eu la chance de rencontrer beaucoup de femmes pendant le procès qui sont vraiment des femmes incroyables et qui m'ont beaucoup apporté dans ma vie. Et je me suis dit, mais pourquoi moi, je pourrais pas apporter d'autres choses aux autres femmes ? Et j'ai pu aussi motiver d'autres femmes avec qui je suis très bonne amie à venir sur le procès. Donc je me dis finalement peut-être que j'ai un impact moi aussi et que cet impact, je peux l'envoyer à toutes les femmes aussi qui ont besoin de sororité, qui ont besoin d'être soutenues et qui peuvent se dire, ces femmes-là, c'est des femmes super bien et des femmes qui pourront m'écouter si j'ai un problème, qui pourront... Peut-être que c'est aussi un moyen de faire connaître les Amazones d'Avignon sur d'autres positions et savoir qu'il y a des autres femmes qui les croiront, il y a d'autres femmes qui seront prêtes à venir les accompagner dans les procès, dans leur procès, s'il y a d'autres femmes qui ont besoin d'être soutenues tout simplement. Donc pour moi, c'était important de faire lien de sororité. Isabelle. Moi, j'ai eu le sentiment, même si on fait partie du collectif et les Amazones, on est finalement un peu des inconnus. Et ce témoignage était important parce que c'était effectivement des femmes lambda, des femmes qu'on ne connaissait pas, qui ont participé au procès, qui ont été présentes durant 4 mois et qui peuvent apporter leur vision de ce qu'elles ont entendu, de ce qu'elles ont analysé, etc. Et ça rejoint aussi ce que disait Maëva, c'est qu'effectivement, on se dit, on peut peut-être être utile à d'autres femmes qui oseront après parler et s'investir aussi, pourquoi pas. Je vais rebondir aussi là-dessus. C'est vrai que j'ai cette chance-là d'avoir participé à tous les enregistrements. Donc j'ai écouté chacune d'entre vous, j'ai interagi avec chacune. Et je me sens tellement chanceuse d'avoir eu ces moments. Et je suis tellement contente de pouvoir les faire partager. J'espère que vous allez vous régaler autant que moi, je me suis régalée. D'abord, vous êtes mes sœurs, mes amies. On a fait ce travail tout autour du procès ensemble. Et le podcast, il reflète vraiment le fait que finalement, on est toutes différentes.
Mais vraiment, et je pense que ce qui est intéressant, c'est que justement là, chacune s'exprime individuellement d'où elle est, et vous verrez que nous sommes vraiment pas du tout des clones les unes des autres, et en même temps unies dans des valeurs qui sont profondes et qui transcendent tout le reste finalement. Voilà. Et ce qu'on a fait, c'est transposable. Et c'est vraiment l'intérêt du podcast, que chaque femme se dise, moi je peux aussi. Bon, après j'ai un autre point aussi, c'était peut-être pour mettre un peu les points sur les i, pour peut-être à un moment donné cesser d'entendre des personnes dire on a fait ça, en s'appropriant tout ce qu'on avait fait. C'était aussi une façon de mettre un peu les choses au point, parce que l'invisibilisation des femmes, elle passe aussi par la dépossession ou la réécriture de l'histoire. Donc les Amazones d'Avignon, elles étaient là. Les groupes féministes actifs au procès Pélico, il n'y en avait pas 50. Voilà, et donc on raconte dans ce podcast ce que nous avons fait pour de vrai. Voilà. Je veux juste ajouter que c'est que des mouvements très émouvants, avec des femmes incroyables, et que ça vaut le coup d'entendre la parole de femmes. En fait, c'est quand même des chouettes moments qu'on passe ensemble. Hein. On a toujours tellement de plaisir à se voir. Ah, moi, ça me met de la joie partout. Non, mais c'est vrai que c'est super émouvant. Enfin, moi aussi, à chaque fois, je me dis, waouh, je suis toujours impressionnée. J'ai toujours du mal à me dire que je fais partie de votre collectif. En fait, c'est fou, hein. Et ouais, j'ai vraiment hâte, effectivement, d'écouter tous ces podcasts. Et encore merci, Blandine, pour cette montagne de taf. J'adore. Oui, son travail. Il faut croire que j'ai une addiction à ça. Mais vraiment, du fond du cœur, mais pour moi, c'est un cadeau de fou que je me suis fait, quoi. Ce temps que j'ai passé avec chacune d'entre vous. Et le temps que je passe ensuite à faire le montage, et je revisite, je reris, je repleure. J'adore. Ouais, c'est pour la postérité, quoi. Pour toutes les femmes, et puis pour nous plus tard, on le réécoutera avec beaucoup d'émotion aussi dans quelques années. C'est super fort. Moi, c'est pour ça que j'arrive pas à arrêter. Mais voilà, je suis toujours admirative de toute cette énergie qu'il y a derrière chacune de vous. Et je trouve que c'est un côté magique, quoi. Je me dis, waouh, on a tout ça en nous, en fait. Toute cette force. Badass. Badass forever. Badass, c'est aussi le mot que pas mal de femmes ne connaissaient pas, et pour ma part, je l'ai appris à certaines femmes qui ont été celles qui sont venues danser avec moi à la fin du procès, donc ça aussi c'est vachement chouette. J'espère aussi que ce podcast, ça peut donner l'idée aux autres de faire pareil que nous. Nous, si on a pu faire ça, on est des badass peut-être, mais toutes les femmes sont des badass en fait. Oui. On n'est pas des superwoman, voilà, on est toutes, mais si on a pu faire ça nous, toutes les femmes peuvent le faire. Je pense que c'est vachement important, ça, de dire que voilà, c'est accessible. À plusieurs, évidemment, faut pas être seul, mais à plusieurs, c'est accessible, puisqu'on l'a fait. Oui, enfin, je pense qu'il y a des femmes qui sont quand même plus moteurs que d'autres, clairement. Et voilà, il faut qu'il y en ait qui prennent le lead aussi et qui soient toujours là pour nous tirer vers le haut. Après, parfois, on a des moments où on est plus bas, des moments où on est plus haute, et on se tire les unes et les autres à des moments différents. C'est ça qui est beau aussi. Je voulais rajouter un petit truc. Moi, je suis pas spécialiste du féminisme, mais on me donne la parole sur une parole qui va être gardée. Ça me donne, entre guillemets, de l'importance, et à la fois, c'est démocratique, c'est-à-dire que je ne suis pas une spécialiste, j'ai pas, c'est pas les compétences, mais enfin, bref, et quand même, ma parole est recueillie. C'est super, hein, c'est la sororité. Et merci Blandine. Voilà. Peut-être dire aussi que je trouve ça super chouette le format du podcast pour créer un petit peu de proximité avec les personnes qui vont nous écouter, parce que malheureusement quand on s'engage dans le militantisme et en particulier le féminisme, on est souvent taxé, personne va découvrir ça, mais de féminazie, d'extrémistes, de toutes sortes de qualificatifs, et en fait écouter nos voix. On est des femmes comme toutes les femmes en fait, et on est des humaines comme toutes les humaines. Mais voilà, la proximité c'est important. On est juste des femmes, on est là et on est des femmes qui soutiennent les femmes. D'ailleurs, ça fait partie des points dont on pourrait parler. Le féminisme, c'était dur, c'était un combat, c'était violent, c'était traumatisant, on peut le dire. Mais il y a eu aussi des moments de joie, des moments de fierté, des moments de bonheur. Et ce qui reste, c'est partagé, bien sûr. Je trouve que c'est quand même important de le dire. Le féminisme, ça devrait pas exister, en fait, parce que ça voudrait dire qu'il n'y a pas les violences contre les femmes et l'oppression patriarcale. Mais puisque ça doit exister, on n'est pas obligé non plus de pleurer des larmes de sang tout le temps. Et on peut aussi faire des choses qui sont drôles ou qui sont joyeuses ou qui nous rendent fiers. Les émotions positives, c'est important. J'avais un truc à ajouter. Je l'ai pas dit au final, mais c'est vrai qu'au début, avant de faire l'enregistrement, tu nous as dit clairement qu'on pouvait, soit
donner notre vrai prénom, soit donner un pseudo. Et j'ai hésité effectivement, bon, par rapport à mon boulot. Et finalement, après, j'ai regretté. J'ai envie juste d'assumer avec mon propre prénom, quoi. Ça peut être Nina pour les Amazones, pseudo amazonien. Je suis super contente, j'ai pas envie de cacher quoi que ce soit, d'avoir honte. Et finalement, Fanny, il n'y avait pas de raison d'avoir honte. C'est surprenant, comme quelquefois il y a des mots qui arrivent. Pourquoi avoir honte? Non, c'était pas de la honte. Je pense que c'est peur. C'est peur et on a moins peur ensemble, en fait. Voilà, c'est tout. Individuellement, on a peur et ensemble, on a moins peur. Donc, je pense que c'est surtout la peur qu'elle avait. En fait, je pense que le fait de ne pas utiliser son vrai prénom dans le podcast, c'est le choix d'un certain nombre d'entre nous. Ça peut être compris comme de la honte, alors qu'en fait, c'est une façon de se protéger, tout simplement. Parce qu'on sait qu'on a en face de nous quand même des violents, quoi. Et les féministes, elles ont un premier devoir envers elles-mêmes. Donc, la protection, c'est la première règle. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas de souci avec le fait d'utiliser un pseudo pour témoigner. Ça fait réfléchir. Oui, ça fait réfléchir, oui, c'est vrai. N'oublions pas qu'on a entendu souvent la honte doit changer de camp et même là, même quand on témoigne, même quand on exprime ce qu'on a vu, ressenti, on peut ressentir de la honte. C'est là que c'est waouh, ça interpelle beaucoup. Et Fanny ne croit pas que ce soit contre toi, hein. C'est pas du tout ça, hein. C'est pas de la honte, c'est vraiment de la peur pour plus tard. Parce que je sais pas, on est incapable d'anticiper comment ça va être récupéré, comment ça va être utilisé plus tard. Donc c'est plus par rapport à ça, c'est plus par rapport à une projection dans le futur. Je me suis dit, est-ce que plus tard je regretterai pas? Donc peut-être que c'est plus sécurisant maintenant de pas le donner. Mais en fait, ça m'a fait bizarre parce que du coup, ça m'a donné l'impression de donner presque un faux témoignage. Oui, mais quand même, je tiens à le dire, la sécurité, c'est quand même important. Regardez, on a notre amie Betty qui est en prison parce qu'elle a affirmé des idées incroyables sur les réseaux sociaux. C'est pas non plus du jus de l'esprit. Le patriarcat, il nous fera pas de cadeaux. Je voulais rajouter aussi, comme Fanny, moi j'ai mis un pseudo parce que effectivement les sobriquets qu'on nous colle là de féminazie, tout ça, par d'autres féministes, c'est quand même vraiment l'hallucination. Et le fait qu'on ait été blacklisté pendant le festival, ça en dit long en fait sur toute une sorte de climat qui fait qu'à un moment, moi, dans quelques temps, je vais chercher du travail et j'aimerais pas que éventuellement ces diffamations, ces idées diffamatoires me tombent dessus, alors qu'on s'en défend et que le podcast c'est justement ça, remettre au clair, mais que manifestement c'est vachement compliqué toujours en France en 2025 d'être radical. Et effectivement, ce que Betty vit, c'est pas le hasard. Ça, c'est une prise de conscience aussi que j'ai peut-être. Et moi, j'ai estimé qu'il fallait que je me protège. Il faut jouer avec les cartes qu'on a dans notre jeu, point barre. Par rapport à ce que donc Rebecca disait tout à l'heure, ces personnes qui nous discréditent, c'est jamais des féministes justement. Je sais qu'on a tendance à le dire parce que c'est des groupes qui sont médiatiquement connus comme féministes, médiatiquement, hein, ça peut être sur les réseaux sociaux tout simplement, mais ce ne sont pas des féministes du tout. Et justement, la preuve est que si c'était le cas, il n'y aurait pas de discrédit envers nous à l'heure actif. Et juste pour terminer, vraiment dire que je suis ravie de participer à quelque chose comme ça parce que c'est comme sortir collé. On est ensemble, on est encore dans cette dynamique collective, on est chacune avec nos personnalités, nos individualités, et c'est génial, mais la lutte, on l'a fait ensemble, et donc voilà, bravo les femmes. Stéphanie. Alors pour moi, c'était important de pouvoir apporter ma voix au podcast des Amazones. Ça comptait autant que de porter ma présence au procès, face à la meute, face au Boys Club qui s'était organisé. Ils étaient tellement nombreux, je trouve qu'on allait entendre 51 voix contre une seule voix d'une seule femme victime de toute cette meute. Et pour moi, c'était important qu'on soit un contrepoids et qu'on ait, comme Andrea Dworkin nous le dit, le pouvoir de nommer face à eux qui sont toujours en train d'essayer de minimiser, de dire mais c'est pas moi, c'est pas vraiment de ma faute. Je trouvais que c'était important qu'on puisse être au moins aussi nombreuses qu'eux en face pour faire un contrepoids, pour pouvoir nommer correctement leur stratégie. Et c'était important aussi pour moi d'apporter ma voix pour nommer aussi ce que j'avais ressenti, ce qui s'était passé, même si je me suis aperçue qu'il y a plein de choses que j'ai pas dit forcément sur un enregistrement de podcast, il y a plein de choses qu'on dit pas et qui nous viennent après. Mais déjà, c'était important d'être là, le pouvoir de nommer, d'être ensemble, de résister ensemble, de dire ensemble, de résister à l'invisibilisation de nos mots, à l'invisibilisation de nos luttes, à l'invisibilisation de ce qu'on est en collective, forte, ensemble,
apporter nos voix à toutes. Et ça, pour moi, c'était vraiment important. Alecto. Pour moi, c'était important de participer au podcast. C'est parce que si on n'en parle pas, pour moi, ça n'existe pas. C'est les mots qui donnent la vie à ce qu'on a fait. C'est les mots qui luttent, c'est les mots qui transmettent, c'est les mots qui diffusent la pensée. Et le féminisme, ça fait tout ça. Ça lutte, ça transmet, ça diffuse la pensée. Et c'est pour ça qu'il fallait, je pense, mettre des mots et faire ce podcast. Pascal. Moi, j'avais pas très envie de participer au podcast, sur le principe, j'étais complètement pour, mais personnellement, j'avais pas très envie de participer au podcast, c'est parce que j'avais pas envie de me replonger dans le procès. Pour moi, me replonger dans le procès, c'est quand même, c'était un moment difficile, intense, et qui a duré longtemps. Et voilà, j'avais pas du tout envie de me replonger dedans. J'ai un peu cédé devant l'insistance de Valentine et de Blandine. Du coup, j'ai fini par faire un enregistrement. Je sais même plus du tout d'ailleurs ce que j'ai dit. J'ai complètement oublié, c'est marrant. J'ai complètement oublié ce que j'ai pu dire pendant cet enregistrement. Mais est-ce que tu te souviens de l'état d'esprit dans lequel tu étais quand tu es sortie de l'enregistrement? Absolument pas. Bah, tu étais vachement contente en fait. Ah bon? Non, je me rappelle pas. Par exemple, hier soir, j'ai lu le livre de Élise Costa. Toute la nuit, j'ai rêvé du procès. Donc ce matin, je me suis réveillée, c'est quand même pas en bonne forme. Et pendant le procès, j'ai beaucoup rêvé du procès. Et voilà, donc j'avais peur que ça me replongeait là-dedans. Et en fait, ça n'a pas été du tout le cas. Voilà. Donc j'avais quelques réticences. Alors, je voulais rebondir sur ce que disait Pascal, parce que moi aussi, d'habitude, quand j'ai fait quelque chose de difficile, quand j'ai fait quelque chose d'intense, quand c'est fini, je le mets dans un tiroir, je ferme et je n'y pense plus et je ne me rappelle pas. Et là, finalement, ça m'a permis, en fait, de réouvrir le tiroir. Et en réouvrant le tiroir, ça m'a permis de ranger, d'éliminer, de trier. Et finalement, avoir les tiroirs rangés, c'est très bien. Je les refermais maintenant et c'est beaucoup mieux. Les tiroirs rangés, c'est très juste, Alecto. Moi, c'est vrai que Pascal, tout à l'heure, tu disais que c'était difficile de revenir sur le procès. Je trouve que c'est important de mettre ce mot, je ne sais pas si on l'a mis dans le podcast, de traumatisme vicariant. Le traumatisme vicariant, c'est d'être porteuse de tous les symptômes du trouble de stress post-traumatique. Non pas parce qu'on a subi les violences, mais parce qu'on a été exposé à la répétition, à des détails, à une répétition, à des détails sans arrêt. Et c'est ce qu'effectivement, vous, les Avignonnaises, et nous aussi à distance, moi, depuis Dijon, on le disait, on se levait, on dormait, on mangeait, on était procès tout le temps. Donc, je me rends compte aussi à l'enregistrement pour avoir participé, pour avoir été présente à quelques enregistrements de certaines d'entre vous. Pascal aussi, je me souviens avoir été là. Combien ça a été dur et impliquant. Et ça, on nous a traités d'hystériques, de tricoteuses, de vengeresses. On nous a traités de tout. Mais il n'y a personne jamais qui a eu une pensée pour nous, les femmes, présentes tous les jours, face aux violeurs, avec les détails de ce qu'ils avaient commis et avec leur comportement face à nous tous les jours. Ça, c'est quelque chose qui a été très marquant pour chacune d'entre nous. Et ça n'a jamais été évoqué par personne. Il n'y a personne qui a eu un mot de compassion ou de gentillesse par rapport à ce que ça pouvait impliquer pour nous toutes d'avoir été là et d'en reparler encore toujours. Donc le trauma vicariant, il est vraiment important à nommer. C'est pas anodin d'être féministe. C'est pas sans conséquence. Ce que tu disais, ça me fait penser en fait un peu aux journalistes, surtout des journalistes femmes, où justement elles en ont un peu parlé, certaines, ce que ça leur faisait de suivre le procès, quoi. Voilà. Bon, elle était en plus dans la salle d'audience toute la journée, physiquement avec les 51 violeurs, dans une pièce fermée, donc c'est voilà. Sarah. Moi, je me suis posé la question avant de faire l'enregistrement sur ma légitimité à y participer, puisque je suis venue au procès qu'une fois. Et puis, finalement, en y réfléchissant, je me suis dit que le procès, même si j'avais été à distance, avait vraiment rythmé mon quotidien pendant toute cette période-là, par les actualités qu'on entendait à la radio et à la télé, et qui faisaient écho complètement, enfin écho ou pas écho, parce que c'était pas toujours les mêmes versions, avec ce que je lisais dans le groupe des Amazones. Et pour moi, c'était vraiment aussi le fait de participer après à ce podcast, vraiment un acte de sororité envers les Amazones d'Avignon, parce que je te rejoins, Stéphanie.
Sur ce point-là, les Amazones ont été beaucoup suivies pour les collages, les journalistes ont été là pour ça, mais c'est vrai que je te rejoins. Il n'y a jamais eu de compassion envers vous toutes qui avez été très très investies et on le voit encore aujourd'hui. Vous êtes encore salués par des membres de la famille Pellico. Donc voilà, donc pour moi c'était un acte aussi de feumage à ce que les Amazones ont fait. Et puis, malgré tout, le procès, même si je l'ai vécu de loin, je l'ai quand même vraiment vécu dans ma chair, de par la dimension que ça prenait, de par effectivement la dimension féministe, et de rendre audible cette parole de femme au grand public, en fait. Et donc, le podcast a permis de clôturer ça. Et moi, tous les actes féministes que j'ai faits jusqu'à maintenant m'ont ouvert vers d'autres choses, d'autres voies, d'autres engagements. Et je voulais aussi le signifier en participant à ce podcast. Rime. Moi aussi, j'ai participé seulement à une journée du procès. J'ai rencontré les Amazones par l'intermédiaire de Maëva et j'ai participé à des collages et j'ai été intriguée au début, puis plus qu'intriguée, puis émue par justement tout ce qu'elles partageaient, tout ce que ces femmes partageaient là devant moi. Elles partageaient tout leur malaise, tout leur colère et toutes les émotions très violentes et fortes. Et ça faisait résonner des choses en moi que j'avais pas forcément envie d'aller réveiller. Donc c'était assez inconfortable. Mais je me disais, à un moment, on peut pas juste s'asseoir, se taire et fermer les yeux. Même si je viens par curiosité personnelle de c'est quoi tout ça, en fait? Pourquoi ces femmes, elles s'agitent et pourquoi elles font ça, en fait? Qu'est-ce qu'elles ont à dire? Qu'est-ce qu'elles ont à faire par rapport à ce procès? Puisqu'elles ce sont pas les victimes. Et moi, je suis venue par curiosité amicale, humaine, intellectuelle, je sais même pas. Et ensuite, je me suis dit, participer au podcast, c'est aussi poser une voix, je sais pas, qui fait le relais vers d'autres femmes qui auront la curiosité de dire c'est quoi être féministe ou c'est quoi s'intéresser à tout ce que ces femmes ont envie de dire ou besoin de dire. Même sans avoir été au procès tous les jours, sans avoir été immergée dans tout ça, c'est une espèce de relais vers toutes celles qui s'y intéressent ou vont s'y intéresser. Oui, on peut dire que c'est aussi une façon d'y entrer, puisque tu es effectivement arrivé comme ça, mais aujourd'hui, tu continues. Ouais, ça m'intéresse. Je pose souvent des questions à Maëva sur des petits mots. C'est quoi ce truc? J'ai entendu un truc à la radio, je comprends pas. Éclaire ma lanterne, ou je vais faire des recherches. Ben ouais, ça ouvre des portes, en fait. Ça ouvre des portes. Et je me dis, il faut qu'on ouvre des portes, il faut qu'on continue à ouvrir et tendre des mains vers toutes les femmes. Privé et politique, hein, ça c'est vraiment quelque chose qui était très prégnant dans les années 60, 70, aux premières réunions de féministes en France, mais aux États-Unis et ailleurs aussi. Hein. Elles se sont réunies dans des lieux politiques et puis finalement la non-mixité a fait émerger la parole. Ah ben tiens, toi aussi. Alors moi c'est pas exactement la même chose, mais c'est quand même à peu près le même contexte où c'est aussi mon père, où c'est aussi mon mari. Ou c'est aussi quelqu'un que je connais bien, donc c'est tout ça que ça a fait émerger. Le privé, il est politique et c'est important, ça nous concerne toutes. Ça ne concerne pas que Gisèle, ça concerne chaque femme, quel que soit le pays dans lequel on vit et quel que soit notre âge, quel que soit notre statut social, notre origine culturelle, peu importe, ça concerne toutes les femmes. Pour quelle raison est-ce que ça pourrait intéresser quelqu'un d'écouter nos témoignages? Alice? Parce que je pense que toutes les femmes qui ont parlé, on est toutes singulières et c'est de cette singularité qu'est né le combat pour toutes et de toutes. Et c'est quelque chose qui me touche énormément. Et je pense que ça fait un peu pièce aux hommes qui ne savent pas écouter la singularité, ni la leur, ni celle des autres. Moi, je dirais que c'est important que ce qu'on a fait pendant le procès, ce qu'on a été, ce soit nous-mêmes qui le racontions, puisque il y a des récits sur les militantes féministes au procès, où en fait nous disparaissons de l'histoire. Alors que c'est à 95% nous qui avons fait ce qui a été fait pendant le procès, du côté du militantisme féminisme. Donc c'est important que nous le racontons, puisque des gens nous l'attribuent à d'autres personnes. Je pense qu'on peut être précise. Par exemple, cette semaine sur Arte, un reportage a attribué toutes nos actions à nous toutes. Oh non, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est un reportage qui s'appelle Le dessous des images de Saulnay de Villers.
Et elle affirme que tout ce qu'on a fait, c'est nous toutes qui l'a fait. Elle parle des collages, hein. Elle montre notamment le collage qui dit Gisèle, les femmes te remercient. J'ai fait des photos quand j'ai peint ces images. On a aussi des photos de nous les collant. Et elle a prétendu que c'était nous toutes qui avions collé cette phrase. Et ensuite, il y a 5 ou 6 phrases qui sont visibles, qui sont que des phrases de nous, des collages de nous. Donc c'est quand même extrêmement violent. Ah ouais. On ne comprend pas ce manque de professionnalisme. La façon optimiste de regarder les choses, c'est le manque de professionnalisme et la nullité de la journaliste. Ouais. Voilà. Mais personnellement, je pense que c'est plus que ça. Oui, clairement, c'est toujours plus que ça, hein. Nous invisibiliser, ne pas parler de nous, dire que c'est quelqu'un d'autre, surtout quelqu'un d'autre, hein. Ça fait partie des stratégies d'invisibilisation qui sont sans arrêt à l'œuvre. En plus, ce qui est vraiment emblématique du procès, ce qui reste quand même beaucoup dans la tête des gens, dans les images et dans les textes, tout le monde parle sans arrêt de ces collages où on a envahi les rues d'Avignon, on les a inondés de collages plusieurs fois par semaine. Donc ça, c'est quand même un moment très fort dans ce qui reste du procès. Et là, même ça, on nous l'enlève, quoi. C'est quand même dingue, voilà. Pareil pour les banderoles, voilà. C'est ce que j'allais dire, pareil pour les banderoles, hein, qui sont reprises pour les spectacles à Avignon. Et en plus, très mal reprises. Voilà. Très mal reprises. Et encore attribuées à nous toutes. Du coup, je rebondis sur 2 choses. Effectivement, par rapport au podcast, je rejoins vraiment l'idée de diversité aussi des femmes qui ont constitué le groupe. J'ai assisté au témoignage de Maëva notamment. Et je pense que ça va permettre vraiment de se rendre compte, comme on l'a déjà évoqué, de la personnalité de chacune et qu'on a des profils toutes complètement différents, des histoires différentes. Et ça rend le féminisme accessible à plein de femmes. Et pour rebondir sur ce que disait Pascal par rapport au collage, c'est vrai que les collages, finalement, ça a été la phase très visible du procès, la phase spectaculaire. C'est pour ça que ça intéressait tout de suite les journalistes. Et c'était très bien, ça permettait de rendre visible. Maintenant, le podcast, ça vient chercher beaucoup plus l'âme de chacune et comment chacune l'a vécu. Moi, je sais qu'en entendant de loin, je voyais que pour certaines, c'était très difficile le soir quand vous rentriez. Et ça, il faut qu'à un moment, ça soit dit, que la face plus cachée soit rendue aussi visible. Oui, on n'a pas besoin d'être caporalisé pour agir. On peut travailler, on peut fonctionner, on peut se battre en étant toutes différentes et singulières. Et je crois que ça, c'est vraiment les femmes uniquement. C'est vrai. Pour moi, ce podcast, en fait, c'est une histoire collective de femmes féministes, mais de femmes, et que ça s'inscrit dans l'histoire du féminisme. Il y a eu les images, il y a eu les articles, il y a eu les collages, mais chacune sa voix et dire les émotions traversées, les émotions ressenties, je pense que c'est très important, les podcasts pour ça, pour que chacune puisse dire ce qu'elle a vécu, les émotions qu'elle a traversées. Ça appartient à chacune et ça me paraît important que celles qui vont écouter les podcasts se disent, qu'elles puissent trouver tout ça en fait. Merci à chacune. Alors à bientôt. Oui, merci à toutes les femmes. C'est vraiment génial avec vous toutes. On espère que ça va vous plaire autant que ça nous a plu. Oui. C'est certain. Vous avez des cœurs énormes et je vous aime toutes les femmes. Nous aussi, on t'aime. Vous avez écouté Les Voix des Amazones d'Avignon, Justice pour Gisèle, Justice pour toutes. Notre voix pour la mémoire des luttes, notre sororité comme arme, notre force contre le patriarcat. Nous n'avons rien cédé et nous ne céderons rien. À bientôt pour un prochain épisode.